De la douceur, du goût et de l'authenticité. Le chocolat Made in Côte d'Ivoire régale les papilles dans la capitale française lors de la 5e édition du concours des chocolats élaborés à l'origine. Le maître chocolatier ivoirien Axel Emmanuel décroche 2 médailles gourmets grâce à 2 produits d'exception issus de Gueyo et d'Agboville. Ces 2 cacaos étaient tirés de la norme ARES 1000, qui est la nouvelle norme du Conseil du café cacao. Et donc, on a essayé de mettre en valeur les terroirs de Côte d'Ivoire. Et je dédie spécialement ce prix à tous les 1 100 000 cacaoculteurs de Côte d'Ivoire et principalement aussi au président de la République qui a fait l'effort de pouvoir mettre le prix à 2800. C'est du jamais vu. Qui dit mieux? La Côte d'Ivoire a été le seul pays africain qui a aujourd'hui bénéficié de 2 médailles. Donc, félicitations à M. Axel Emmanuel d'avoir honoré la Côte d'Ivoire. Et je voudrais, au nom des autorités ivoiriennes, le féliciter et surtout l'encourager à faire mieux et à faire plus. Initié dans le cadre du Salon du chocolat de Paris, ce concours est porté par l'AVPA, l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Elle loue le savoir-faire des producteurs et chocolatiers ivoiriens. La Côte d'Ivoire, qui était plutôt connue pour sa production massive, maintenant arrive à se faire reconnaître pour la qualité de ses productions. Donc quand nous avons des cafés ou des chocolats, en l'occurrence, de Côte d'Ivoire reconnus pour leur qualité, c'est une très belle victoire, je pense, pour le pays. Au total, 108 médailles ont été décernées cette année. Avec ces 2 distinctions, la Côte d'Ivoire confirme son rôle clé dans la cacaoculture mondiale et son ambition de devenir une référence dans la chocolaterie haut de gamme. Dans le village de Daagro, à quelques encablures de Yamoussoukro, c'est une effervescence particulière qui anime ce jour le site de production de champignons. On veut faire le compostage. Qu'est-ce que le goût dit? Une 50aine de femmes participent à une séance de formation pratique sur la préparation du substrat, la base de toute culture de champignons. La culture du champignon n'est pas connue en Côte d'Ivoire. Du coup, certaines personnes sont sceptiques. Ils se disent que depuis quand on plante champignons? On sait qu'au village, les champignons ne se plantent pas. On part, on les ramasse et on va les préparer. Il est possible de faire de champignons une culture. Pas besoin de grands espaces. Sur à peine un demi-hectare, ces femmes ont bâti un projet collectif qui a tout d'une success story rurale. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. On a produit, ça marche très bien. Les gens commandent, mais seulement qu'on n'a pas fait beaucoup. De jour comme de nuit, la production se poursuit dans ces installations modestes, mais ingénieuses, issues d'un savoir-faire transmis au fil du temps. Pour faire nos composts, nous prenons les scies de bois, le son de riz et calcium. 3e mois, on commence la récolte. Et le marché est florissant. Il y a du champignon aujourd'hui au marché. Ok. Les acheteurs n'attendent plus les commerçants à la ville. Ce sont eux qui viennent jusqu'à Daagro s'approvisionner. Parce que parfois, même tu l'appelles, ils ont déjà pris. Donc moi, j'ai préféré venir les trouver au champ en même temps. Là, je suis sûr d'avoir. En tout cas, j'ai goûté leurs champignons. Vraiment, c'est bon. Et chaque fois, je ne cesse d'en prendre pour ma famille. C'est manger bio en consommant les champignons. Avec le 3e âge que mon époux et moi nous avons aujourd'hui, ça va nous faire beaucoup de bien. Un succès économique qui se double d'un véritable symbole d'émancipation féminine. Sous la houlette de leur présidente, ces femmes se sont imposées comme actrices de développement local. Si le gouvernement ou bien si quelqu'un nous aide à produire beaucoup, on peut employer les jeunes pour venir travailler. Car c'est un bon projet, c'est rentable, ça nourrit son homme. Du champignon de Daagro aux tables de Yamoussoukro, il n'y a qu'un pas. Dans ce restaurant local, les pleurotes sautées sont devenues un plat vedette. Je suis en train de faire des sautés de pleurotes. Des sautés de pleurotes, des champignons faits sur place ici à Yamoussoukro, cultivés par des entrepreneurs femmes. Nous intégrons ça dans nos poulets sautés ou bien nos poissons sautés. C'est vraiment le top des tops. Lorsqu'on a ça, pas de viande. Non. C'est vraiment très bon. De la brousse à la table,
Le champignon de Diagro porte haut la fierté d'un savoir-faire féminin, une culture singulière devenue symbole d'autonomie et d'espoir dans les villages du centre de la Côte d'Ivoire. Dans un continent riche en ressources, pétrole, gaz, soleil, vent, le paradoxe reste flagrant. L'Afrique exporte son énergie brute, mais importe une grande partie de ses produits raffinés. Cette dépendance coûte cher selon la Banque africaine de développement. Le déficit d'infrastructures énergétiques fait perdre 2% à 4% de PIB chaque année à plusieurs pays. C'est ce constat qui pousse NG Ayok, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, à plaider pour une stratégie de transformation locale. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe d'un déficit infrastructurel. En ce moment, on a besoin d'investir près de 17 milliards de dollars dans la réparation de nos raffineries, comme celle du Cameroun, du Nigeria ou même d'Angola. On répare nos raffineries. Moderniser des raffineries, construire des nouveaux pipelines, développer des réseaux électriques, autant de chantiers pour réduire les importations, créer des emplois et renforcer la sécurité énergétique africaine. Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, se positionne comme un partenaire clé. Sous la présidence de Georges Elombié, elle vise à mobiliser 17 à 25 milliards de dollars sur 10 ans, financer des projets énergétiques structurants et renforcer les infrastructures de production et de distribution. Quand on répare nos raffineries, on crée plus d'opportunités en réparant nos raffineries. On arrête d'importer des produits coûteux à l'étranger. On utilise la production à la maison. Le coût de l'énergie diminue. Les industries ont plus d'argent pour investir. Ensuite, le gouvernement en tire un gros revenu massif des taxes et c'est ce qui nous prépare à une transition juste. ONG Ayok et la Chambre africaine de l'énergie, l'énergie doit désormais venir d'Afrique elle-même, produite par les Africains pour les Africains. Les chiffres sont éloquents. D'ici 2030, la demande électrique sur le continent devrait doubler. Portée par une population jeune et urbaine, avec les investissements adéquats, plus de 200 millions d'Africains pourraient bénéficier d'une électricité fiable, propre et abordable au cours de la prochaine décennie. L'Union européenne a décidé de ne pas présenter de nouveaux objectifs climatiques avant le lancement de la COP30 au Brésil. Conformément à l'accord de Paris, les gouvernements du monde entier mettent régulièrement à jour leurs contributions déterminées au niveau national ou CDN. Ces objectifs représentent les engagements de chaque pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Alors que plusieurs gouvernements ont déjà proposé leur nouveau CDN, l'UE a décidé de patienter jusqu'à l'ouverture de la COP30. Une décision que déplore André Guimarães, le directeur de l'Institut de recherche environnementale de l'Amazonie, qui appelle à une approche plus globale de la lutte climatique. Existia uma expectativa da presidência da COP brasileira de que mais NDCs seriam apresentadas durante a pré-COP. Algumas foram, mas algumas ausências foram indicadas, foram demonstradas, especialmente a ausência da Europa. Não há como a gente resolver a equação climática do planeta só com alguns países. Ou todo mundo está no jogo, ou nós não vamos conseguir resolver o problema. À une semaine de la COP30, l'Union européenne s'est contentée de publier une déclaration d'intention. Selon Bruxelles, celle-ci vise à faire avancer le débat pendant que les négociations internes se poursuivent. La politique climatique européenne se heurte à l'opposition croissante de certains États membres et fait les frais des tensions commerciales mondiales et de la guerre en Ukraine. L'UE assure cependant être en bonne voie pour atteindre ses objectifs. Eu acho que apesar das incertezas, o planeta tem que avançar. A mudança climática não vai parar e esperar a guerra acabar ou esperar a definição das tarifas acontecerem para ela demonstrar sua força. A força da mudança climática já está sendo demonstrada na forma de incêndios, na forma de secas, na forma de enchentes, na forma de incerteza para os investimentos. Les Nations Unies ont publié cette semaine un rapport récapitulant les 64 CDN déposés en septembre. Sur la base de ces premiers objectifs, le document estime que les émissions mondiales atteindront leur maximum avant 2030 et commenceront à diminuer d'ici 2035. Si elle salue les progrès au niveau mondial, l'ONU encourage les dirigeants à adopter des politiques climatiques plus ambitieuses. La COP30 débutera le lundi 10 novembre à Belém.
Pour la première fois depuis 40 ans, l'UNESCO organise sa conférence générale en dehors de Paris et pour la première fois en Asie centrale. Plus de 2800 délégués de 190 pays se réunissent dans la ville historique de Samarcande, en Ouzbékistan, à l'occasion du 80e anniversaire de l'UNESCO et de l'ouverture de l'un des plus grands forums internationaux jamais organisés dans la région. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a parlé d'un moment historique, remerciant l'Ouzbékistan d'avoir ouvert les portes d'une ville que les écrivains ont un jour décrite comme le plus beau visage tourné vers le soleil. Le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a exhorté les États à renforcer le rôle de l'UNESCO en tant que plateforme de coopération constructive et a présenté un programme politique basé sur l'éducation, la technologie et le patrimoine. Bunday nüfuzli forumning mamlakatimizda o'tkazilayotgani tashkilotga a'zo davlatlarning yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli jadal islohotlarga bo'lgan yuksak ishonchining yorqin ifodasi deb qabul qilamiz. L'Ouzbékistan a proposé une plateforme mondiale sur l'éducation inclusive, une école intelligence artificielle pilote, un institut international pour le patrimoine numérique et une académie de l'UNESCO sur le leadership des femmes. Samarcande a été choisie car elle est non seulement un carrefour de la route de la soie, mais aussi un centre moderne de la connaissance où le patrimoine ancien et l'innovation se rencontrent. Les présidents de la Serbie et de la Slovaquie étaient présents en tant qu'invités d'honneur, alors que le forum ouvrait un nouveau chapitre de la coopération internationale en matière de culture et d'éducation, Samarcande se trouvant une fois de plus au cœur du dialogue mondial. Les clubs soudanais Al-Hilal, Omdurman et Al-Merreikh s'apprêtent à disputer la nouvelle saison loin de leur terre. Privés de compétition nationale depuis le début du conflit au Soudan, ces deux rivaux historiques ont reçu l'autorisation de la Fédération rwandaise de football pour rejoindre la première ligue locale. La Fédération rwandaise a chaleureusement accueilli la participation du Hilal, qu'elle considère comme un véritable atout pour le championnat compte tenu de la place et de la réputation du club sur la scène footballistique africaine. Nous avons commencé à contacter la Fédération africaine de football au sujet de la participation prévue au championnat rwandais dans le cadre de la coordination de la participation du club au niveau continental. Un geste de solidarité salué par les autorités sportives rwandaises. Le président de la Ligue professionnelle, Youssouf Mudaïranoa, a annoncé une dotation supplémentaire de 4,5 millions de francs rwandais, soit 2 670 € pour chaque club du championnat, afin de compenser l'augmentation du nombre de matchs. La délégation de l'équipe partira pour Kigali depuis Benghazi le 4 novembre, si Dieu le veut, après que 29 joueurs aient été sélectionnés par le directeur technique serbe Darko Novic. Certains joueurs de l'équipe reviendront au Soudan et seront rejoints par un certain nombre de joueurs de l'équipe junior pour former la deuxième équipe qui partira à un camp d'entraînement. Ces deux clubs sans championnat fixe avaient déjà connu l'exil en 2024 en Mauritanie, où Al-Hilal avait terminé premier du championnat sans pouvoir être sacré, le titre étant réservé aux clubs locaux. Installés désormais à Kigali, Al-Hilal et Al-Merreikh entament un nouveau chapitre, celui d'un football soudanais en exil, résilient et toujours animé par la passion du jeu.